Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, je vais parler exclusivement du logement parce que le logement, c'est la première préoccupation des Parisiens et vous avez à juste titre décidé d'en faire la priorité de votre mandature. Et je voudrais vérifier à travers l'examen de ce budget si vous en prenez les voies et les moyens. Mais tout d'abord, si je prends en compte le ressenti des Parisiens, par exemple le baromètre IFOP-JDD paru en avril dernier, je constate que 70% des Parisiens, c'est-à-dire plus de 2 Parisiens sur 3, sont mécontents de votre politique en matière de logement à Paris au bout de 2 ans. Et si plus de 2 tiers des Parisiens estiment le bilan de ces 2 premières années plutôt négatif en matière de logement, c'est qu'ils ne voient dans leurs difficultés à se loger à Paris aucune amélioration. Vous avez prévu 3 milliards d'euros d'investissement sur la mandature et au bout de 2 ans, si on écoute les Parisiens, il n'y a aucune amélioration en vue. Est-ce que nous ne sommes pas devant ce qu'il va être convenu d'appeler bientôt le grand échec de votre mandat, l'échec de votre politique du logement à Paris? Votre politique du logement, elle est exclusivement tournée vers la production tous azimuts de logements sociaux de type SRU, visant à répondre à une demande exponentielle, on le sait, inextinguible sans doute, d'origine locale, voire régionale, voire nationale, bientôt 200 000 demandeurs de logement. Ils sont renforcés dans leur motivation, évidemment, par l'attractivité et la centralité de Paris, et tout ceci sur un fond de marché privé extrêmement tendu. Cette politique du logement social que vous menez à Paris me fait penser au mythe du tonneau des Danaïdes, condamné aux enfers à remplir sans fin un tonneau troué. Vous faites du logement social pour toute la métropole, pour toute l'Île-de-France, pour tous ceux d'ailleurs qui n'en font pas, mais avec l'argent des Parisiens et à crédit. Votre politique du logement repose sur l'illusion ruineuse que vous pourriez assécher et satisfaire une demande de logement beaucoup plus complexe à analyser, à traiter et à résoudre seul. Résultat, Paris a franchi en 2016, avec 4 ans d'avance, l'obligation légale de 20% de logements sociaux de la loi SRU. C'est très bien. Mais cette boulimie de logement social a entraîné par ailleurs une véritable saturation de certains arrondissements de Paris en logements sociaux. Le 13e compte 40% de logements sociaux. Le 19e en compte 42%. Le 20e, 35%. Le 14e, que je connais bien, est passé en 10 ans de 20 à 30% de logements sociaux et le 12e en comptera bientôt 25%. Par contre, au centre et à l'ouest, les arrondissements déficitaires sont cloués au pilori, montrés du doigt dans les 16e et 7e arrondissements. Les stigmatisations sont systématiques et la cohérence d'une politique de logement équilibrée, apaisée et sacrifiée sur l'autel du marqueur idéologique, comme en témoigne l'acharnement, par exemple, de Paris à vouloir faire du logement social sur l'îlot Saint-Germain, pour ne prendre que cet exemple. Mais d'ailleurs, il n'y a plus aujourd'hui d'arrondissement en surcroît de logements sociaux dans son parc immobilier, puisque 80% du territoire parisien, maintenant, continue à être classé en zone déficitaire à l'échelle de l'îlot IRIS, îlot regroupé pour l'information statistique. Alors, il est certain qu'arrivé au niveau de l'IRIS, le regard change. Mais quel cynisme et quelle manipulation pour justifier une stratégie de peuplement sensible, arrondissement par arrondissement, îlot par îlot, immeuble par immeuble. Quelquefois, la mixité sociale est brandie comme un étendard pour justifier cette stratégie méticuleuse de peuplement, arrondissement par arrondissement. Et vous poursuivez ces entassements, ces empilements, de façon systématique. Vous allez faire dans l'espace magnifique de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul, sur 3,5 hectares, une superbe parcelle, 43 000 m² de logements, dont 50% de logements sociaux. Excusez-moi de vous dire que réinventer Paris nous avait laissé croire que sur une aussi grande opportunité foncière, on pouvait avoir l'ambition d'un autre grand projet urbain. Bravo. La mixité, on ne la fait pas en saturant des quartiers par du logement social. La mixité sociale, c'est un lien qui caractérise le vivre ensemble et que les institutions, les associations, l'activité économique, les commerçants, chaque citoyen parisien entretient et développe dans la riche diversité socio-démographique de Paris. Néanmoins,
avec 12 000 attributions pour 152 000 demandes émanant, j'espère, de Parisiens, la politique parisienne du logement fait en fait chaque année 140 000 déçus. Quant à eux, les locataires du parc social, ils ne sont pas prêts de partir. Ils restent 20 ans au moins dans leur logement, contre 8 ans dans le privé. Il faut dire qu'à 7 € ou 13 € le mètre carré, contre les 29 ou 30 € dans l'immeuble d'en face, c'est une affaire. Mais le voisin, lui, de l'immeuble d'en face, lui et sa famille, entassés dans un appartement trop petit en attendant son logement social, il paye le prix fort. C'est ce sentiment d'injustice des classes dites moyennes, car elles englobent en fait une large catégorie et diversité de profils et de revenus qui n'ont accès aujourd'hui ni au logement social, ni au parc privé dans lequel elles peinent à payer des loyers à 30 € le mètre carré, ni à l'accession à la propriété à Paris. Et c'est ce sentiment d'injustice qui ressort de toutes les études d'opinion. Leur leitmotiv à ces classes moyennes, c'est soit je m'en vais, soit je m'entasse. Et c'est ça la réalité du parcours du logement à Paris. Et c'est à cette réalité que ne répond pas votre politique et votre budget. En réalité, le parcours résidentiel à Paris n'est plus possible. Et c'est sans doute la plus grande injustice qui demeure et s'accentue à Paris, car Paris est la seule ville de France où il est rendu infernal, voire impossible, pour un couple qui se forme, pour une famille qui se compose, se décompose ou se recompose, ou pour tous ceux qui veulent y finir leur vie, ou pour les enfants qu'on voudrait garder près de soi et qui voudraient eux-mêmes rester parisiens, impossible de trouver des solutions résidentielles. Or, pourtant, c'est le parcours de la vie. Mais Paris, sur le plan résidentiel, est une ville de transit, plus ou moins long. On devient parisien, mais c'est de plus en plus dur de le rester. Alors la plupart choisissent finalement de partir en banlieue ou de retourner en province. Dans votre budget, 520 millions d'euros en 2017 pour financer un tel scénario, une véritable spirale d'exclusion, c'est impensable. Certaines mesures de bon sens pourtant permettraient d'améliorer le taux de rotation anémique du parc social. Par exemple, appliquer strictement les surloyers pour accompagner progressivement les locataires dans leur parcours résidentiel. Accompagner les classes moyennes dans l'accession à la propriété en favorisant les conditions d'éligibilité du prêt à taux zéro, c'est le sens de notre amendement. Recréer un parc de logements intermédiaires dont les prix et les barèmes seraient revus afin de constituer une véritable passerelle entre le parc social et le parc privé. Favoriser au maximum les mutations dans le parc social. Or, aujourd'hui, la ville de Paris fait tout l'inverse. Plutôt que d'appliquer des surloyers en fonction des revenus, la ville favorise les exemptions et les modulations. Les conditions d'éligibilité, les crédits de financement, des dispositifs d'accession à la propriété comme le prêt Paris Logement ou le prêt Parcours résidentiel ont été réduits comme des peaux de chagrin. Quant au logement intermédiaire, rien dans le PLU, une interdiction de principe, sauf dans les zones à forte concentration de logements sociaux, là où de toute façon personne ne veut aller. Pourtant, pour 2017, ce sont bien 520 millions d'euros qui vont être investis dans le financement du logement social. C'est une somme colossale. Et pour masquer le gouffre financier que représente cette fuite en avant, la ville rapatrie les loyers capitalisés, considérés comme un surplus de recettes d'investissement en section de fonctionnement. Un tour de passe-passe dérisoire qui fait qu'une recette d'investissement sur 50 ans est inscrite en une fois en recette de fonctionnement, rien que 292 millions d'euros pour 2017. Par le vœu du groupe UDI Modem que nous avons déposé, nous demanderons que soit mis fin à cette pratique dérogatoire très critiquable qui fait croire aux Parisiens que la ville maîtrise son équilibre budgétaire en fonctionnement alors que les trous budgétaires se suivent et se ressemblent. En plus, c'est la deuxième fois que la ville de Paris nous fait le coup des loyers capitalisés en section de fonctionnement. Mais si je regarde du côté des 30 000 logements à loyer libre qui restent dans le portefeuille des bailleurs sociaux, vous ne manquerez pas de conventionner dans les années qui viennent. Alors je comprends qu'il n'y a plus de problème d'équilibre budgétaire à Paris. Il suffit de faire du mastic financier avec le parc intermédiaire pour trouver chaque année les 300 millions ou 400 millions d'euros qui manquent. Alors on peut se poser la question de savoir si cette politique boulimique du logement social par voie de conventionnement produit quelques effets. Amène-t-elle à une augmentation de l'offre globale de logements à Paris? Évidemment non,
car conventionner des logements existants déjà occupés comme le fait la ville, c'est bien pratique pour gonfler les chiffres de production du logement social, mais ça ne crée pas d'offres supplémentaires de logements. D'ailleurs, c'est 11 000 conventionnements qui ont eu lieu entre 2014 et 2016, et dans le même temps, ce sont 11 000 logements qui sortent du parc locatif à loyer libre et qui manqueront demain aux classes intermédiaires, trop aisées pour les critères d'attribution du logement social et trop pauvres pour accéder aux loyers du marché privé. J'ajoute au passage que c'est autant de foyers, les 11 000, qui se verront appliquer, malgré les promesses, des surloyers d'ici 3 ans et qui comprendront alors qu'ils ont servi de vivier, de réserve immobilière pour un conventionnement production de logements sociaux. En conclusion, c'est bien sur la priorité de votre mandature, le logement, qu'apparaissent maintenant les premiers signes d'un échec probable. Le fossé de l'immobilier résidentiel à Paris se creuse et s'élargit. 2 parcs se font face, en vis-à-vis, comme 2 chiens de faïence. Un parc social qui s'empile au nord, à l'est et au sud de Paris, et un parc privé à l'ouest et au centre de Paris, inabordable pour le plus grand nombre. Entre les deux, au fond du trou, 70% des Parisiens qui, pour beaucoup, ne le resteront pas, mais auxquels le groupe UDI Modem veut apporter sa capacité à penser et à mettre en œuvre une autre politique. Je vous remercie.